Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 21 septembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et veuillez nous excuser pour le retard accusé au démarrage de ce journal dû à des suspensions du courant. Cela dit, l'affaire du détournement de fonds au ministère de la Défense nationale, les Nigériens attendent toujours l'aboutissement du dossier. Une affaire aussi suivie de près à l'international. Un consortium international des journalistes d'investigation a enquêté pour éclairer davantage les Nigériens et le monde entier. Le rapport de cette enquête a été publié hier dimanche. Un des journalistes qui a participé à cette enquête, à l'occurrence Moussa Aksar du Senozo, nous en dit un peu plus. Moi, je vous parle des faits et des documents sur lesquels nous avons travaillé qui sont authentiques. Nous n'avons rien inventé. Nous avons eu des documents signés et qui disent que exactement il y a 71,8 milliards au lieu que ce soit 76. Il y avait 76 au départ, 4 milliards ont été retrouvés, 4 milliards et poussières ont été retrouvés, ce qui ramène le chiffre à 71,8 milliards. J'ai entendu par-ci, par-là les gens, nous avons eu accès aux documents où les fournisseurs sont venus d'eux-mêmes. Personne ne leur a mis une arme sur la tempe. Ils ont dit qu'ils ont reconnu les faits. Et il y a eu un rabattement même sur leur marché de plus de 30%, ce qui ne s'est jamais passé dans un autre pays. Et ils ont reconnu. Donc nous nous sommes basés sur ce document-là pour mener notre enquête. Nous avons demandé à certaines personnes qui sont parties, qui sont présumées impliquées dans ce dossier-là, et nous ont... Et la plupart, c'était des affabulations et nous l'avons compris. C'est pour cela que nous avons produit cette enquête-là. Moussa Aksar, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal pour d'autres détails sur cette affaire. Il faut signaler que relativement à cette affaire, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halilou Disnaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 195e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de la région de Tilaberi, notamment à Daïkaina, Walam et Kolo. Depuis leur arrestation, les voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Il faut préciser que ces acteurs ont été arrêtés le 15 mars 2020 donc à la suite d'une manifestation pour dénoncer le détournement des fonds au ministère de la Défense nationale. Le procès de ces acteurs, le procès en appel, donc aura lieu en principe demain, mardi 22 septembre 2020, à la cour d'appel de Niamey. Les sinistrés des inondations du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey ont reçu ce matin la visite du candidat à la présidentielle de 2020 du Modène FA, Lumana Hama Amadou, est allé constater de visu les dégâts causés par les inondations et les conditions de vie des sinistrés. Le résumé avec Adam Soumana et Abokar Soleil. Après son élévation en qualité d'autorité morale et candidat investi du Modem FA Lumana Africa lors de son 3e congrès à Dosso ce week-end, Hamamadou a eu une première pensée pour les victimes des inondations. Ainsi, entouré de certains de ses fidèles lieutenants, un leader politique digne de ce nom, Hamamadou ne s'est pas limité à observer de loin sur les berges du fleuve les dégâts causés par la montée des eaux, mais a emprunté la voie fluviale pour aller constater de visu la situation du village insulaire de Nénigungu, envahi par les eaux, et surtout constater l'état de la digue qui est en partie la cause de ces inondations. C'est que les ouvrages de protection des zones qui se trouvent dans le lit majeur asséché du fleuve, ces ouvrages ne sont pas aux normes. Parce que ni du point de vue de la hauteur des digues, ni du point de vue de leur largeur, en cas de forte pluie, et ces ouvrages seront submergés. Et la conséquence, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que la ville est envahie. Et comme la plupart des maisons sont construites en matériaux précaires,
de Banco notamment, les conséquences se révèlent généralement dramatiques. Cela m'amène simplement à dire que quand le gouvernement confie des ouvrages de cette importance à des sociétés, son premier devoir est de s'assurer que la construction qui est faite répond aux normes techniquement valables. Donc si ces normes ne sont pas respectées, il est évident que la population est constamment en danger. Après ce constat amer, l'autorité morale du modem F Alumana Africa s'est dirigée vers les sites accueillant les sinistrés du 5e arrondissement communal de la capitale. Des visites à l'issue desquelles Hama Amadou a fait ses constats. La population affectée par les inondations est extrêmement nombreuse. Vous avez vu toutes les écoles que nous avons visitées. Il y a près de 10 000 personnes qui sont en situation de précarité avancée. La précarité, ce n'est pas simplement où loger, mais assurer le minimum vital du quotidien. J'aurais pensé, à juste et en toute légitimité, que le gouvernement aurait dû s'assurer que ces populations aient des aides alimentaires appropriées dans des conditions de ce genre. C'est la première préoccupation qui doit aller en direction du gouvernement. Le deuxième problème à résoudre, les classes ne sont pas un endroit pour recevoir des populations sinistrées. Il lui fallut construire, même dans la hâte, des sites où ces gens peuvent être hébergés dans le respect de leur intimité. J'ai observé que la sécurité, par contre, est bien respectée. Il y a des gendarmes partout qui assurent la sécurité des gens et c'est un point positif pour le gouvernement. Cette visite de Hama Amadou aux sinistrés a fait oublier momentanément à ces derniers leur calvaire, tellement l'émotion était forte de voir leur leader bien-aimé se soucier de leur sort. Aussi, l'autorité morale et candidat du modem F Alumana Africa entend poursuivre sa randonnée sur d'autres sites de sinistrés dans les jours à venir. 1000 taximans de la ville de Niamey sont en formation depuis ce matin, une formation qui va durer 7 jours. Elle est organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État dans le souci de professionnaliser ce métier. Et c'était en présence des autorités de la ville de Niamey et du ministre en charge de la Renaissance culturelle. Faisons le point avec Hamza Sakou et Chebou Guissou. Cette rencontre d'information et d'échange sur les questions sécuritaires entre les acteurs des médias et les différents corps qui constituent les forces de défense et de sécurité est une occasion de dégager le type de collaboration qu'ils peuvent privilégier dans un contexte de crise sécuritaire multiforme. Abdelrazak Idrissa, président de l'Association des journalistes pour la sécurité et l'immigration, détermine le but visé par la rencontre. La rencontre, donc, comme indiqué, vise à échanger entre les forces de défense et de sécurité du Niger et les acteurs des médias pour trouver les meilleures voies et moyens d'une collaboration entre eux dans un contexte sécuritaire, dans un contexte de crise sécuritaire multiforme. Dans un tel contexte, en effet, plusieurs obstacles et des attitudes négatives se dressent pour que cette collaboration ô combien importante se matérialise. Méfiance, peur, méprise, méconnaissance réciproque des rôles et des responsabilités des uns et des autres, difficile gestion de la communication ou encore l'absence d'un cadre de dialogue. Ces obstacles et attitudes, il faut le noter, ont traversé les époques. Et parce qu'avec de telles attitudes, le travail des acteurs des médias se basera uniquement sur des informations non officielles, pouvant donc alimenter des controverses et des polémiques, préjudiciable aux efforts des acteurs des forces de défense et de sécurité, il est plus que jamais nécessaire de créer un cadre de dialogue et de collaboration pour que la grande muette et les grands bavards se parlent sans crainte. Ce faisant, l'on évitera des traitements d'informations qui biaisent les sujets, qui occultent les faits et parfois qui enveniment les situations aux grandes dames des populations pour lesquelles pourtant
chacun de ces acteurs exerce. Procédant au lancement de cette rencontre d'information et d'échange, le président de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna, a mis l'accent sur le comportement qui doit être celui du journaliste sur un terrain de conflit. Notre pays et la sous-région ouest africaine sont confrontés depuis quelques années à des défis sécuritaires multiples. Plusieurs foyers de tension sont actifs, notamment au nord avec le foyer libyen, au nord-ouest la situation au Mali et à l'est le groupe Boko Haram. Tous ces foyers ont des impacts directs et négatifs sur la vie des populations et au-delà sur les actions de développement des pays affectés. Dans ce contexte, les médias sont des acteurs actifs, stratégiques et leur rôle est déterminant dans le traitement de l'information sécuritaire. À l'instar donc des militaires qui mènent la guerre, les journalistes qui la rapportent le font aussi au péril de leur sécurité et de leur vie. Ce contexte porteur de risques expose les journalistes directement ou indirectement à toutes sortes de dangers. Au même moment, l'intérêt du public à disposer de l'information devient croissant et la pression venant des médias sociaux pousse souvent les journalistes à la course au secours. Or, le traitement de l'information sécuritaire exige, plus que tout autre domaine, le respect de l'éthique et de la déontologie, auquel s'ajoute la responsabilité du journaliste qui doit toujours se demander quel genre d'information donner au public. Enfin, cette rencontre d'information et d'échange a été initiée par l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations, dont la préoccupation est de voir les journalistes offrir des informations justes, diversifiées et de qualité. Autant pour nous, comme vous l'avez constaté de vous-même, c'était plutôt une rencontre ce matin entre les journalistes et les représentants des forces de défense et de sécurité qui se sont retrouvés à la Maison de la Presse de Niamey. Une rencontre autour des questions de défense et de sécurité, notamment qui a porté sur les types de collaboration entre les FDS et les acteurs de médias dans le contexte de crise sécuritaire multiforme. La rencontre est initiée par l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations à l'occasion de la journée internationale de la paix. Je le disais tout à l'heure, 1000 taximans de la ville de Niamey sont en formation depuis ce matin et pour une durée de 7 jours. Celle-ci est organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État pour professionnaliser ce métier. Donc, le lancement a eu lieu à l'école nigérienne de télécommunications ce matin en présence des autorités de la ville de Niamey, mais aussi du ministre de la Renaissance culturelle. Il y avait également nos reporters Hamza Sakou et Sadoudou et Chebou Guissou. Inculquer davantage la culture du civisme aux conducteurs de taxi, c'est dans cette optique que cette formation de renforcement des capacités et de sensibilisation pour un changement de comportement a été initiée à l'endroit de 1000 conducteurs de taxi par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en collaboration avec la coopération suisse. Il vous souviendra que ce qui a attendu des Nigériens depuis l'installation de la 7e République, nos autorités continuent toujours de le dire, c'est un changement véritable de comportement et de mentalité. Il faut que dans nos façons de faire, dans nos façons d'agir, que nous ayons une seule idée à l'esprit, c'est tenir compte de l'autre, développer la courtoisie, développer la tolérance, afin que nous puissions vivre en paix et en harmonie. Force est de constater que malheureusement, nombreux sont encore les différents pans de notre société qui encore ont quelques insuffisances. C'est pourquoi notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui est une administration de mission rattachée au cabinet du Premier ministre, a accepté d'accompagner la ville de Niamey dans la mise en œuvre de son programme d'activité, notamment dans la prise en charge des différentes catégories socio-professionnelles. C'est ainsi que nous avons eu déjà à prendre en charge les bouchers. Nous avons également eu une première phase d'action, d'information, de sensibilisation pour un changement de comportement à l'endroit des conducteurs de taxi et de Fab-Faba qui sont au jeu de cette salle, que nous avons jugé utile de poursuivre afin d'essayer d'atteindre un grand nombre de conducteurs pour qu'ensemble nous puissions vraiment atteindre les objectifs. La question du changement de comportement
C'est une notion toujours relativement délicate, pas très facile à cerner. C'est un effort continu, c'est un chantier permanent. Et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner très discrètement le haut-commissaire et toute son équipe pour ce travail qui est fondamental, d'aider à faire en sorte que les conditions soient meilleures, qu'on puisse tous évoluer dans un environnement un peu plus sain, un peu plus agréable. Monsieur le haut-commissaire, vous avez dit que c'est une contribution pour servir le pays, et c'est effectivement ça, pour créer un environnement où l'on puisse véritablement vivre ensemble et avoir du plaisir et du bonheur à se développer. Après avoir salué cette initiative, le secrétaire général des conducteurs de taxi dresse ses attentes. Nous voulons le changement de notre comportement. Déjà, je peux vous dire que nous avons formé 1000 l'année 2019. Aujourd'hui, encore 1000. Donc, si vous vous rappelez aussi, nous sommes les vitrines de la capitale. S'il y a quelque chose de changement, on commence d'abord avec nous, les compteurs de taxi, comme nous sommes attachés à la population. Et sur la sécurité routière aussi, nous sommes le premier. Dans ce cas, nous voulons le changement de comportement de tous les compteurs de taxi, y compris toute la nation. Le président de la délégation spéciale de Niamey et le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à l'endroit des conducteurs et réaffirment leur engagement à les soutenir afin d'améliorer leurs conditions de travail. Dans une déclaration rendue publique cet après-midi, les structures des jeunes, des femmes et des cadres du MNSD Nassara au titre de la région de Niamey ont apporté leur soutien indéfectible au président du parti, El Hadji Seyni Oumarou. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Marche en toute confiance, nous sommes avec vous. Tel est le message des militants du MNSD Nassara envers leur président Seyni Oumarou. Ces militants s'indignent contre les propos tenus par certaines personnes lors d'une sortie médiatique le 13 septembre dernier à Niamey. Cette déclaration dont le ridicule prime sur la grossièreté a été lue sur une table de séance où siégeait un groupuscule d'individus se réclamant militants du MNSD Nassara. En dehors du sieur Tamboura, un militant en perte de vitesse, vomi et rejeté par sa propre base, connu pour son amateurisme caractérisé de la politique, animé par la haine et l'esprit de va-t-en-guerre, n'offrant à notre jeunesse que des comportements contraires aux valeurs qui fondent notre société. Les autres sont connus de tous comme étant des chasseurs de primes à la sorte du plus offrant et n'appartenant à aucun organe du MNSD Nassara. Le lecteur de cette fameuse déclaration, comme vous l'aurez constaté, hésitant et balbutiant, comme s'il avait honte de ce qu'il disait. Et quant à lui, un kidam qui a quitté le parti depuis 2013 et dont personne ne peut vous dire son appartenance politique, tellement il a navigué d'un parti à un autre. Il faut noter par ailleurs que cette déclaration a été lue devant des jeunes dont le regard ébahi disent long sur leur prétendue appartenance au grand peuple. Face à cette situation, les structures de jeunes, femmes, cadres et amazones du parti de la section de Niamey demandent au bureau politique national la radiation pure et simple de tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans cette mascarade, conformément au texte et au règlement intérieur du parti, et de les poursuivre pour usurpation de titres, de faux et usage de faux devant les juridictions compétentes de notre pays. Apportons notre soutien indéfectible au président de notre parti, son Excellence El Hadji Seyni Oumarou, seul et unique candidat du MNSD à l'élection présidentielle de 2021. Apportons notre soutien indéfectible au président de la section MNSD Nassara de Niamey, l'honorable député Adamou Salifou, pour sa sagesse et sa clairvoyance. Dans quelques mois, notre pays va organiser des élections. À cet effet,
nous lançons un vibrant appel à tous les jeunes de se mobiliser pour soutenir nos candidats aux différentes échéances électorales. Nous lançons un appel solennel à l'endroit de nos candidats aux élections locales de travailler avec sérénité et assurance, car nous les ferons élire pour un vote massif. Ces militants apportent leur compassion aux populations victimes d'inondations tout en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de l'honneur. Le Conseil supérieur de la communication CSE a débuté ce matin les travaux de sa session ordinaire au titre du mois de septembre 2020. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui va durer 5 jours. Précision, Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Le projet d'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de septembre 2020 comporte 5 points, à savoir examen et adoption du projet verbal de la session d'août 2020, information sur le CSC, examen et adoption des tests réglementant l'accès des partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants aux médias publics et privés aux élections locales, législatives et présidentielles premier et second tour, examen et adoption des travaux des commissions d'instruction et questions diverses. Occasion saisie par le président du CSC d'accentuer son allocution sur l'accès des candidats, des partis politiques et des groupements des partis politiques aux médias publics et privés. Pour assurer l'accès équitable des partis politiques aux médias durant cette période sensible, le Conseil supérieur de la communication a élaboré et adopté un programme électoral. Ce programme prévoit, entre autres, le renforcement des capacités techniques du CSC en vue d'assurer le monitoring des médias au cours de la période électorale, la formation des journalistes et du personnel administratif et technique du CSC, la publication des textes législatifs et réglementaires sur la presse et la communication au Niger, des rencontres de concertation et de vulgarisation des textes avec les partis politiques, les observateurs et les responsables des médias publics et privés, etc. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme électoral, le Conseil supérieur de la communication a mis en place un groupe de travail qui a élaboré des projets de texte réglementant l'accès des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats aux médias publics et privés, aux élections locales, régionales, législatives, présidentielles, premier et second tour. Ce groupe de travail a procédé à une révision des textes ayant servi de base à l'accès des partis politiques et candidats aux médias au cours des élections générales de 2015-2016, en prenant en compte les insuffisances relevées dans l'encadrement juridique et institutionnel qui régit notre domaine de compétences. Ainsi, c'est au total 8 projets de test régissant l'accès des candidats des partis politiques et groupements des partis politiques aux médias publics et privés en période électorale qui ont été élaborés. Conformément à la démarche inclusive qui a été toujours la nôtre, nous avons soumis ces textes aux responsables des médias publics et privés, ainsi qu'aux responsables des partis politiques que nous avions rencontrés respectivement le vendredi 11 septembre et le mercredi 16 septembre dernier, en vue de recueillir leurs observations et leurs avis. L'objectif visé par le CSC à travers cette démarche était de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes, à travers une régulation équitable et indépendante des médias en période électorale, dans un climat politique social apaisé. Outre l'examen du 3e point inscrit à l'ordre du jour de cette session, le CSC examinera et adoptera les travaux des commissions d'instruction. L'actualité hors de nos frontières. Au Mali, le nom de celui qui va présider la transition est désormais connu. Il s'agit d'un ancien militaire donc de l'armée de l'air malienne à la retraite. Le colonel-major Ba Indaou, c'est le président du Conseil national du salut du peuple malien CNSP, le colonel Assimi Goïta, qui l'a annoncé ce lundi même. Je propose de le suivre. Chers compatriotes, il y a de cela un mois, face à la grave crise sociopolitique, économique, sécuritaire et sanitaire qui traversait notre pays, les militaires regroupés au sein du CNSP ont décidé d'intervenir pour éviter les pires à notre pays. Soucieux de la cohésion sociale et de la participation inclusive de tous les Maliens pour une transition réussie et apaisée, le CNSP a pris le temps d'écouter les acteurs politiques, la société civile, les religieux,
les jeunes, les femmes ainsi que les Maliens établis à l'extérieur pour élaborer des thèmes de référence en vue d'une concertation nationale qui s'est tenue du 10 au 12 septembre 2020 à Bamako. Les 3 jours d'échange ont été révélateurs d'une divergence de vues des Maliens sur le type de gouvernance à mettre en place pour la transition. Qui pour une transition purement militaire, qui d'autres pour une transition civile, et ceux qui proposent une transition civilo-militaire. À chacun certainement ses raisons, car chaque proposition a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, elles doivent être analysées dans un contexte global en tenant compte de la crise multidimensionnelle et des principes de fonctionnement de l'environnement international auquel le Mali a librement souscrit. C'est dans ce cadre qu'un collège a été mis en place. Le dit collège est composé de 7 membres du CNSP, 2 représentants du M5RFP, un représentant du Conseil national de la société civile, un représentant du Conseil national des jeunes, un représentant des associations et organisations féminines, un représentant de la Fédération des personnes handicapées, un représentant des organisations syndicales, un représentant des mouvements signataires, un représentant de légitimité traditionnelle et un représentant des Maliens de l'extérieur. À l'issue de cette assise de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Bandao. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020. Tous unis pour la patrie, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Amen. Le nouveau président de la transition malienne sera donc investi officiellement à ses fonctions le vendredi prochain. Il s'agit du colonel-major Ba Ndao de l'armée de l'air malienne. Qui est cet officier? Je propose de le découvrir. Le colonel-major Ba Ndao, âgé de 70 ans, est un officier valeureux et respecté, connu au sein des forces armées maliennes. C'est lui qui a désormais la lourde responsabilité de présider la transition au Mali pour une durée d'1 an 6 mois. Il a été désigné après des assises nationales qui ont réuni les différentes couches sociales maliennes pendant 3 jours et après une dernière rencontre entre la junte et les chefs d'État de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Né le 23 août 1950 à San, le colonel-major Ba est incorporé au sein des forces armées maliennes en 1973 comme engagé militaire. 1 an plus tard, il a été désigné pour suivre un stage de pilote d'hélicoptère annexe à URSS. 2 ans plus tard, en 1976, le jeune militaire Ndao intégra la toute nouvelle armée de l'air. Colonel-major Ba a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali, à savoir ministre de la Défense et des anciens combattants, aide de camp du président Moussa Traoré, chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major adjoint de la garde nationale, directeur du génie militaire, chef de cabinet de défense à la primature, directeur général de l'équipement des armées, directeur de l'Office national des anciens combattants, militaires, retraités et victimes de guerre, etc. Le nouveau président de la transition malienne, le colonel-major Ba, sera secondé par le président actuel du Conseil national de salut du peuple malien, CNSP, le colonel Assimi Goïta. L'Organisation des Nations Unies, ONU, donc à 75 ans, ce 75e anniversaire est célébré ce lundi à travers le monde. À cette occasion, je vous propose de suivre le message livré par l'ambassadeur du Niger aux Nations Unies. Le thème choisi cette année, l'avenir que nous voulons, les Nations Unies qu'il nous faut, réaffirmer notre engagement en faveur du multilatéralisme comme thème du débat de la 75e Assemblée générale que vous présiderez est très pertinent et opportun car il nous renvoie aux idéaux et aux objectifs qui servent de fondement à notre organisation. L'examen de ce thème nous donnera, j'en suis sûr, l'occasion de réaffirmer nos priorités au regard des multiples crises et défis auxquels le monde est confronté et de proposer des réponses appropriées pour y faire face. Comme vous le savez également,
La commémoration du 115e anniversaire de notre organisation intervient à un moment où la communauté internationale continue de subir les graves conséquences de la pandémie du Covid-19. Les conséquences sociales, économiques et politiques désastreuses de cette pandémie ont exacerbé de nombreux défis dans le monde et en ont créé de nouveaux, qu'ils soient humanitaires, environnementaux ou liés au conflit et à l'insécurité. Ces défis comprennent le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité, le commerce illicite des armes, la traite des êtres humains et le trafic de drogue, pour ne citer que quelques-uns. Beaucoup se posent également légitimement la question de savoir si le système international issu de la conférence de San Francisco est aujourd'hui efficace pour promouvoir le développement économique et social de tous les peuples et maintenir la paix et la sécurité internationale conformément à la Charte. La gouvernance mondiale qui tient compte de l'évolution des réalités et des défis mondiaux est importante. Aucune autre organisation mondiale n'a en effet la légitimité, le pouvoir fédérateur et l'impact normatif que l'Organisation des Nations Unies, creusée par excellence du multilatéralisme et centre privilégié des discussions sur la coopération internationale, le développement économique et social, la paix et la sécurité internationale. À ce niveau, je me félicite de la discussion au Conseil de sécurité le 24 septembre prochain sur la gouvernance mondiale dans l'après-Covid-19. Ce débat de haut niveau nous donnera l'occasion de renforcer la coopération et la solidarité conformément au chapitre 1er de la Charte qui traite des principes sur lesquels repose le multilatéralisme. En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à vous réitérer les félicitations des membres du Conseil de sécurité et notre volonté de maintenir et de renforcer la dynamique de coopération avec l'Assemblée générale, ainsi que nos vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre lourde et exaltante mission. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine qui est consacrée aux explications données par le président du Sénézo, Moussa Aksar, sur le rapport de l'enquête sur l'affaire du détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Très bonne réception. Le consortium des journalistes d'investigation qui est basé à Washington DC et la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation qui ont eu accès à une base de données du FinCEN, qui est un organisme de contrôle de flux financiers illicites aux États-Unis. Et dans cette base de données, il y a des choses qui sont liées au détournement présumé au ministère nigérien de la Défense. Donc à partir de ce document-là, nous sommes documentés, ça faisait des mois de travail, puisque nous avons participé à cette enquête mondiale qui regroupe 80 pays et plus de 400 journalistes. Donc on a retrouvé dans cette base de données des documents liés au ministère nigérien de la Défense. Nous nous sommes réunis plusieurs fois dans d'autres pays, notamment à Hambourg, où nous avons vu des traces de rétrocommissions qui sont envoyées au Niger dans le cadre des marchés du ministère nigérien de la Défense. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous fouillions pour savoir qui a fait quoi. Et à partir de cela, nous avons eu aussi accès, le consortium international pour le journalisme d'investigation a eu accès à certains documents et surtout les rapports provisoires d'abord, ensuite les rapports définitifs et aussi une synthèse de ces rapports-là. Et c'est ce que nous avons livré hier au public. Ce rapport dit que exactement, en dehors de tout ce qu'il y a eu comme miaulement de certains avocats et aussi la transe de certains services, le rapport dit qu'il y a eu exactement 71,8 milliards de détournés au ministère de la Défense nationale. Écoutez, moi je ne veux pas vous parler du lessivage qu'il y a eu entre certaines entités de l'État. Moi je vous parle des faits et des documents sur lesquels nous avons travaillé qui sont authentiques. Nous n'avons rien inventé. Nous avons eu des documents signés et qui disent que exactement il y a 71,8 milliards au lieu que ce soit
76. Il y avait 76 au départ, 4 milliards ont été retrouvés, 4 milliards et poussières ont été retrouvés, ce qui ramène le chiffre à 71,8 milliards. J'ai entendu par-ci par-là les gens, nous avons eu accès aux documents où les fournisseurs sont venus d'eux-mêmes. Personne ne leur a mis une arme sur la tempe. Ils ont dit qu'ils ont reconnu les faits. Et il y a eu un rabattement même sur leur marché de plus de 30%, ce qui ne s'est jamais passé dans un autre pays. Et ils ont reconnu. Donc nous nous sommes basés sur ce document-là pour mener notre enquête. Nous avons demandé à certaines personnes qui sont parties, qui sont présumées impliquées dans ce dossier-là. Elles nous ont répondu. D'autres ont refusé de nous répondre. Et la plupart, c'était des affabulations et nous l'avons compris. C'est pour cela que nous avons produit cette enquête-là. Si nous avons une justice vraiment qui n'est pas sous ordre, ce dossier-là, la loi a été violée. La loi a été violée à plusieurs niveaux, au sommet. Et si vous voyez au sommet, il y a aussi des responsabilités au niveau de ceux qui donnent les marchés, de tous les ministres, de tous les secrétaires généraux qui ont séjourné au niveau du ministère de la Défense de 2017 à 2019. Le rapport qui concerne la gestion de 2011 à 2016 n'est pas encore sorti. Et lui aussi, c'est une bombe. Vous allez voir comment les gens vont faire tout pour empêcher la manifestation de la vérité. Nous, notre objectif, c'était quoi? C'était d'informer les populations, c'était d'informer le peuple. Parce que vous savez, cette enquête, je la tiens personnellement à cœur. Je la fais parce que j'ai été à Malamfatori, j'ai été à Damasak, j'ai été à Bosso, j'ai été le long de la frontière entre le Niger et le Mali. J'ai rencontré des soldats, j'ai vu dans quelles difficultés ils font un excellent boulot. Et ceux qui sont tombés à Inates, ceux qui sont tombés à Chinagodar, pour que leur mémoire ne soit pas souillée. C'est pour cela que j'ai mené cette enquête-là avec le Consortium international de journalisme d'investigation et la cellule Norbert Zongo pour les journalistes d'investigation dont je suis le président. On a interrogé le procureur. Il nous a dit qu'ils sont là-dessus par rapport au... Il a les mêmes. Ils avaient les mêmes documents que nous avons, ce que nous sommes sûrs. Et nous lui avons posé des questions, il a répondu d'une façon parallèle. Et nous, ce qui nous intéresse, que l'international soit au courant de ce dossier-là. Et ce qui est important, ce dossier-là, je pense qu'il y a des gens qui ont raccroché aux journalistes d'investigation, qui les interrogeaient depuis Washington. Il faudrait qu'ils sachent que dans cette base de données aujourd'hui, leurs noms sont inscrits dans cette base de données. Et tous les commerçants qui sont impliqués, leurs noms sont inscrits pour d'autres et on ne voit pas comment ils vont s'échapper à cette communauté de journalistes d'investigation à travers le monde. Nous, notre travail au niveau du ICAJ et de la SENOZO, nous l'avons fini. Maintenant, il appartient aux populations de juger et de faire pression sur les gouvernants pour que la lumière soit faite. Aujourd'hui, le monde, il est mondialisé. On ne peut rien cacher. Et surtout quand vous avez affaire à des journalistes d'investigation qui sont qui sont bien outillés, ça serait difficile que vous leur cachiez quoi que ce soit quand vous gérez. L'essentiel qu'il y ait une bonne gouvernance, l'essentiel que la justice soit faite. Mais je peux vous assurer que ces affaires-là vont connaître un écho. Pas ici au Niger, ce n'est pas ma personne qui compte, mais il y a beaucoup de choses qui vont être dites et il y aura vraiment la lumière. Ils peuvent garder leur son de cloche. Nous avons le premier. C'est qu'en matière de journalisme, il y a c'est à charge et à décharge. Comme ils n'ont pas voulu répondre, nous allons le dire dans les documents qu'ils n'ont pas voulu répondre et continuer notre travail comme il se doit. Et je dois dire aussi qu'il faudrait que les journalistes s'organisent. Ce genre de dossier, sur toutes les enquêtes qui ont été menées, ne serait-ce que par la SENOZO et le consortium, nous avons reçu des témoignages officiels de grands journalistes et de ces médias-là qui sont outre-Atlantique et aussi au niveau régional. Donc c'est une fierté pour les journalistes nigériens qu'au sein de cette communauté, qu'on dise qu'il y a des gens qui font leur travail. C'est pour cela que je demande la solidarité des journalistes de tous bords. Aujourd'hui, ce dossier, c'est le leur. Demain, ça va être un autre dossier, ainsi de suite. Ce n'est pas ma personne qui compte.